Bonjour à tous, good morning. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons discuter en anglais aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le directeur de rédaction de Politico France et nous avons avec nous 3 ministres en charge de l'Europe pour discuter de ce point aujourd'hui. Alors nous sommes un peu en retard, je vais donc me presser. La question que nous allons évoquer aujourd'hui est la suivante. Est-ce que l'Europe peut faire entendre sa voix ? Alors, nous avons un nombre de défis que nous allons passer en revue et nous allons nous concentrer sur 3 points. Premièrement, la compétitivité, la sécurité et les valeurs. Voilà 3 domaines que nous aimerions évoquer, après quoi nous allons en discuter ensemble. Mais j'aimerais commencer par la compétitivité. Je me tourne vers le ministre chargé des Affaires européennes en Allemagne. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à un grand éventail de difficultés sur le plan économique. Le rapport Frick a récemment identifié un certain nombre de ces points, mais cela remonte à plus d'1 an. Et il semble que les choses n'avancent pas au rythme espéré. Donc, comment envisagez-vous ces défis ? Et quelles sont les mesures à prendre afin d'accélérer les réformes nécessaires en Europe? Pour commencer, merci de m'avoir invité. Et je souhaite la bienvenue à mes collègues. C'est un véritable honneur d'être invité ici au Forum de Paris pour la paix. Et je suis particulièrement heureux de voir de jeunes visages ici. En effet, l'avenir est entre vos mains. À l'avenir, lorsque Benjamin, vous serez encore au Rennes, eh bien, il vous incombera de faire face à ces défis. Nous sommes confrontés à des difficultés nombreuses et variées, et vous avez évoqué 3 points particuliers. Or, il s'agit de 3 défis qui sont liés les uns aux autres. La défense, comme toutes les menaces qui sont les nôtres, s'exerce sur l'identité de notre démocratie. Et également, s'exerce sur l'existence d'un avenir pour nous en Europe. Lorsque Emmanuel Macron, le président français, a dit, il y a de cela, me semble-t-il, 2 ans, que l'Europe peut mourir, car elle est mortelle, eh bien, il avait raison. En effet, je ne suis pas certain que l'ensemble de nos partenaires européens soient conscients de la gravité des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous allons revenir, et peut-être Benjamin y reviendra plus tard, sur la guerre. Nous avons l'Ukraine, nous avons la Chine, qui ne se comporte pas de manière juste. Nous souhaitons, nous appelons de nos vœux des relations équilibrées avec la Chine, mais pour ce faire, encore faut-il que nos intérêts soient également équilibrés. Un projet de visite de ministre en Chine a été retardé parce que, nous dit-il, le camp chinois était, appelons ça, réticent à l'idée de lancer des négociations. Je crois que cela représente la manière dont la Chine traite l'Europe. Lorsque l'on parle des terres rares, nous n'avons pas suffisamment de poids. Et cela, je crois, nous montre notre dépendance générale. Nous sommes dépendants des semi-conducteurs qui nous viennent de Taïwan, notamment. 2 tiers des semi-conducteurs mondiaux nous viennent de Taïwan. Et cela a une incidence sur les questions géopolitiques. En effet, cela explique également l'appétit que la Chine semble manifester à l'égard de la
de Taïwan. Nous parlons ici de puces, nous parlons d'une question de vie ou de mort pour notre système électronique, notre système de fabrication de produits électroniques. Et nous avons un grand nombre de difficultés qui pèsent sur notre concurrence. Nous devons également nous battre contre des enjeux qui sont, allez, je vais le dire de manière diplomatique, problématiques du point de vue des États-Unis. Et il y a Trump d'un côté, mais il y a également toute une attitude qui pèse sur qui a une influence sur nos capacités à faire entendre nos voix. Alors nous sommes dans ce qui est peut-être un peu abusif d'appeler une guerre commerciale, mais en tout cas un conflit commercial à ce stade. Et cela se traduit par des guerres douanières. Regardez la Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE. Ils ne sont pas concernés par ces barrières douanières de 39%. 39%, ça n'est pas viable au long terme. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas être comblé par les entreprises. Nous avons l'OMC, qui est un cadre, mais du fait de nos amis américains, l'OMC ne peut pas travailler de manière comme il le voudrait. Nous avons par ailleurs d'autres défis hors de l'Union européenne. Et comme je viens de l'évoquer, mais nous avons aussi des défis à l'intérieur de l'UE. À l'heure actuelle, nous sommes un marché unique, ce qui signifie que nous avons des règles communes, des principes communs, et nous avons des difficultés communes, et nous avons des valeurs communes également, des valeurs que nous partageons. Ça fait vraiment partie de notre tradition, mais vous y reviendrez, j'en suis sûre. Il est indispensable que nous respections ces valeurs. Or, il y a dans l'UE des pays qui sont en train de nous titiller. Or, cela prend du temps et c'est un temps que nous n'avons pas. Nous n'avons pas l'énergie, nous n'avons pas le temps de nous occuper des pays en notre sein, ce qui signifie que nous avons besoin non seulement de nous prémunir contre les menaces extérieures, mais également nous prémunir contre les menaces intérieures pour protéger notre économie. Nous avons des modifications dramatiques qui sont en train de se faire jour, notamment dans le secteur automobile, ce qui, bien entendu, est un secteur de premier plan pour nous en Allemagne. Nous avons besoin d'une période de transition plus longue. Nous avons également besoin de tenir compte des objectifs climatiques. Et nous partageons les mêmes objectifs, mais la situation est difficile. Et le moment est venu de nous rendre compte que notre compétitivité est menacée. Donc, voilà un peu un tableau de la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui et j'attends avec impatience d'entendre ce que diront mes collègues. Vous nous dites que l'Europe manque de temps. Maintenant, je me tourne vers vos deux collègues. Pensez-vous que la Commission européenne est consciente de cette urgence? Alors ça, c'est une très bonne question. L'Allemagne est convaincue de cette situation, mais je pense qu'elle n'est pas la seule. Il est indispensable de réduire la bureaucratie, car nous avons deux catégories de gens, des gens qui travaillent ou des gens qui profitent de leurs loisirs. Il n'y a pas 36 solutions. Et dans la bureaucratie, il y a un impératif. Il faut gérer le temps nécessaire au travail. Il faut réduire la bureaucratie. Et ça n'est qu'un des aspects de la réforme nécessaire, bien entendu. Et si je me lance là-dedans, 45 minutes ne me suffiront pas. Mais moi, j'ai le souhait, l'espoir que la Commission européenne en sera consciente, mais également le Parlement européen. Il y a une décision qui a été prise lors de la semaine qui vient de s'écouler, vous le savez, ainsi que les ambassadeurs qui sont présents ici, y compris l'ambassadeur polonais qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons eu une décision cruciale qui s'est présentée au Parlement européen, à savoir l'omnibus, le célèbre omnibus.
qui a pour objectif de réduire de manière significative la bureaucratie. Or, cette proposition a échoué. Donc, nous allons la représenter, si tout va bien, au mois de novembre et nous verrons bien ce qui se passe. Mais c'est une responsabilité qui est celle de tous et de toutes. Alors, vous avez parlé de la Chine. Je me tourne maintenant vers vos collègues de la Pologne et de la France pour leur demander si il leur semble que notre stratégie, la stratégie européenne, est suffisamment solide ou suffisamment vigoureuse vis-à-vis de la Chine, ou si nous devrions tenir un discours plus ferme vis-à-vis de la Chine. Merci pour cette question. Je suis absolument d'accord. Nous devons être plus fermes. La Chine profite des règles que nous avons établies par le passé pour nous tirer le tapis de sous les pieds. Cela va de soi. Et la concurrence doit être sur un pied d'égalité. Nous avons vu la manière dont fonctionnent les subventions par la Chine de ces entreprises qui permettent de créer et d'alimenter un écosystème qui avantage les entreprises. Et nous ne pouvons pas nous battre contre une telle situation. Nous devons donc être plus fermes. Nous devons également être plus unis au sein de l'UE. Je crois qu'aucun des pays de l'Union européenne n'est à l'heure actuelle en mesure de faire face à la Chine de manière isolée. C'est donc l'Union qui sera la solution. Et nous devons également nous convaincre et convaincre nos partenaires que l'idée de se battre tout seul contre la Chine est une illusion. Il y aura une nouvelle doctrine de sécurité qui se fera jour et nous avons beaucoup d'espoir. Nous allons poursuivre nos discussions sur les meilleurs moyens de faire face à la Chine. Alors, nous ne sommes pas tous d'accord sur la question. Je sais que lorsque nous étions en train de voter des barrières tarifaires supplémentaires contre les véhicules électriques chinois, eh bien, il y avait beaucoup de discussions autour de ça. Quand on voit la manière dont le président américain est capable d'intervenir de manière extrêmement rapide, est-ce que vous pensez qu'en Chine, en Europe, nous sommes trop lents? Eh bien, je ne me souviens pas très bien du pourcentage qui avait été évoqué lors du dernier rapport qui remonte à un an. Je crois que c'était 20% des recommandations qui allaient dans ce sens. Donc je crois que cela parle de soi. En général, moi, ma position sur la Chine, c'est que nous ne pouvons pas, de manière réaliste, nous attendre à un découplage complet vis-à-vis de la Chine. Nous avons besoin de la Chine. Mais nous avons absolument besoin d'une approche plus axée sur la sécurité. Je souhaite la bienvenue à mes deux collègues en France, dans ce qui est non seulement mon pays, mais également mon district. Et Gunther nous disait qu'il était impossible de parler de sécurité sans parler de compétitivité en Europe. Les deux sont liés. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus tendu, de plus en plus conflictuel. Et la seule solution, c'est de réduire nos dépendances. Pas sans nos alliés, pas de manière autonome, mais nous avons besoin de pouvoir veiller à ce que l'IA quantique, quand on voit la manière dont il joue un rôle dans l'avenir de notre technologie, la manière dont l'IA joue un rôle dans les réseaux sociaux, quand on voit la dominance de la Chine et des États-Unis dans ces domaines. Alors, nous avons augmenté de manière significative nos dépenses de défense ces dernières années et mes voisins en seront témoins. Il est tout à fait évident que nous ne pouvons plus dépendre de pays, de collaborateurs, de partenaires tels que les États-Unis pour assurer notre défense.
Ça, c'est pour la sécurité géopolitique, géostratégique, mais c'est également le vrai de la sécurité stratégique et de la sécurité économique. Nous devons cesser, nous devons renoncer à la naïveté qui caractérisait notre comportement par le passé. Alors, nous avons dit qu'il y avait une interconnectivité, nous avons vu aussi la manière dont le commerce a été transformé en arme. C'est notamment le cas quand on voit la manière dont on dépendait de l'énergie russe par le passé. Eh bien, il est évident que nous ne jouons pas à armes égales. Lorsqu'on a une surcapacité dans certains secteurs, je pense par exemple à l'acier, dans des industries qui ont été extrêmement subventionnées par la Chine, eh bien, il n'est pas juste que l'Europe essaye de jouer en tant que concurrent juste. Ça ne fonctionnera pas. Nous devons protéger notre industrie. Nous devons appuyer nos propres entreprises. Nous devons les aider à être en mesure de se battre à armes égales, encore une fois, avec des entreprises étrangères. Cessons de nous montrer naïfs. Prenons conscience que nous sommes face à des puissances qui souhaitent défendre leurs propres intérêts avant toute chose. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que nous avons été suffisamment prompts? La question est bien sûr non. La technologie accélère, le développement technologique accélère. Le rapport Draghi nous a montré la voie, nous a proposé une feuille de route pour appuyer notre écosystème et notre innovation. Et les 10% vont être consacrés à l'industrie de la défense. Et tout le monde doit être à la hauteur. Les pays, le Parlement européen, la Commission européenne, tous doivent être à la hauteur. Alors, je ne pense pas que nous puissions nous précipiter. Nous ne serons jamais à la hauteur de ce qui a été fait aux États-Unis, mais nous devons être conscients du fait que le monde s'accélère et que si nous ne sommes pas à la hauteur, si nous ne sommes pas en mesure de rattraper notre retard, eh bien, nous ne serons plus en mesure d'écrire notre propre histoire et nous dépendrons d'autres acteurs. Alors, nous vivons depuis peut-être 30 ans sur l'idée que le commerce mondial, la mondialisation seront synonymes davantage de progrès. Est-ce que vous diriez que le commerce, la liberté des échanges est morte aujourd'hui? C'est bien le contraire. Je dirais la liberté des échanges est plus importante que jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je parle de l'accord de libre-échange. Si nous voulons diversifier nos imports, pas nous séparer complètement de la Chine, car ce n'est pas réaliste, mais nous diversifier, les accords de libre-échange sont extrêmement importants. Je ne parle pas spécifiquement du Mercosur. Je sais qu'en France, la question est complexe, mais pour les États de l'ASEAN, nous avons des accords de libre-échange avec certains pays de la région. Nous avons des négociations en cours avec d'autres pays, la Thaïlande par exemple. Et pour d'autres États de cette région, c'est plus compliqué, mais nous sommes intéressés. Et nous sommes également intéressés par d'autres pays de l'Union européenne, la Pologne, la France, l'Allemagne. Nous devons être concentrés sur le commerce. Nous avons également le YEFTA avec le Japon, un accord de libre-échange avec le Japon, un autre avec le Canada, qui ont été couronnés de succès. Nous devrions être plus prudents également en tant qu'Européens, car les accords de libre-échange aujourd'hui ont des objectifs changeants. Qu'est-ce que cela veut dire? Je comprends les problématiques sociales, les problématiques de protection d'environnement, mais lorsque je vois que toutes ces problématiques sont perçues comme peut-être supérieures à d'autres problématiques, cela m'inquiète.
En conséquence, des États avec lesquels nous avons des accords de libre-échange aujourd'hui ne rempliraient pas les conditions d'accords de libre-échange aujourd'hui. Donc nous devrions les rendre caduques? Non. Voilà un exemple de nos forces. Nous sommes un marché unique, uni. Nous avons 450 millions de consommateurs. C'est le plus grand marché au monde. Donc utilisons ce marché. Je pense que nos chances sont plus importantes que les défis auxquels nous faisons face. Nous devons trouver des solutions, mais nous devons également être optimistes. Oui, vous avez parlé du Mercosur. Nos pays ne sont pas d'accord sur la question du libre-échange avec le Mercosur. Comment pouvons-nous faire en sorte d'être plus alignés sur cette problématique? Alors, je ne suis pas sûre que nous ne soyons pas totalement alignés. Le libre-échange et les aspects positifs qu'apportent ces accords sont énormes. Oui, nous avons des sensibilités différentes entre la Pologne et la France, par exemple. Parfois, nous nous rendons compte que les industries sensibles ne sont pas toujours protégées par les accords de libre-échange. Et si vous nous demandez si la Pologne croit aux accords de libre-échange, la réponse est oui. Par le passé, nous avons largement bénéficié d'accords de libre-échange négociés par l'Union européenne. Et il en va de même au sein du pays. Nous avons bien cette opinion. C'est également vrai pour le Mercosur. Si l'accord est bien construit, nous serons ravis d'avoir cet accord. Mais nous avons une industrie sensible en Pologne. Et si nous entérinons cet accord, il y a une peur que les Polonais blâment le gouvernement et l'Union européenne. Mais encore une fois, sur les accords de libre-échange, en principe, nous sommes totalement d'accord avec ces accords. Benjamin, un commentaire? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Ignacy vient de dire. Je pense qu'il est clair. Nous avons une opportunité de diversification. Nous faisons face à des pressions économiques des États-Unis et de la Chine. Il y a eu un débat il y a quelques semaines sur les terres rares. Encore une fois, on a bien vu qu'il est critique de diversifier nos partenariats. Encore une fois, pour moi, la question importante, c'est la question du pied d'égalité. Lorsqu'on a une relation commerciale avec un pays, il faut que les normes soient les mêmes dans les deux pays. Ici, je pense à nos agriculteurs. Car si les normes sont différentes, on les expose à une concurrence qui n'est pas juste. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre en place des clauses de protection qui seraient les suivantes? Si vous importez des produits qui fragilisent un secteur, il pourrait y avoir des clauses de protection en place. Il faut protéger nos industries. Au niveau de l'UE, nous avons eu un débat au cours des dernières années d'avoir une autorité de contrôle qui nous permet de ne pas importer des produits qui ne respectent pas nos normes et nous donner le moyen de vérifier cela. D'autres pays comme la Chine le font déjà. Et comment nous assurer que lorsque l'on investit dans l'Union européenne, on respecte les normes? On en a beaucoup parlé pour les entreprises de nouvelles technologies. Nous avons des normes contre les propos de haine, l'ingérence, la manipulation des algorithmes sur les réseaux sociaux. Nous avons des acteurs de nouvelles technologies qui sont présents en Europe, mais si vous voulez être présent en Europe, il faut respecter nos règles. Encore une fois, on articule cette question de prospérité, de diversification avec cette question de souveraineté. Elles ne sont pas contraires. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Passons maintenant à la sécurité. Il y a quelques jours, le chef d'état-major de l'armée française a dit devant le Parlement français que nous devions être prêts pour un choc avec la Russie
au cours dans 3 ou 4 ans? Première question, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Deuxième question, est-ce que vous pensez que les bonnes mesures sont prises pour être prêts pour ce choc avec la Russie? Je voudrais vous poser la question à tous les trois. Qui voudrait commencer? Ça, c'est vrai. Well, first point. I'm not quite sure if you really realize. Premièrement, I can only speak now from Germany. I want to speak from Germany. je parle au nom de l'Allemagne. Je ne sais pas si nous nous sommes rendus compte de la menace que représente la Russie par le passé. Il y a des pays qui en avaient peut-être plus conscience, qui étaient moins naïfs. Nous nous sommes dit, la Russie est plus indépendante de l'Europe, de notre économie et vice-versa. Cela était une erreur, une vraie erreur. D'autres pays comme la Pologne et les pays baltes avaient un passé soviétique étaient plus réalistes. L'ancien chancelier de l'Allemagne a dit que le début de la guerre en Ukraine était l'invasion de 2022. Mais ce n'est pas vrai. Le début, c'était en 2014 avec la Crimée. Évidemment, il y avait eu des sanctions avant 2022, mais des sanctions qui n'étaient pas réellement efficaces. First challenge is now to recognize the real threat. We are not living in a war. Il faut maintenant reconnaître la réalité. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne vivons pas en paix non plus. Il faut donc être prêt. La guerre a différentes facettes. La guerre, ce n'est pas seulement des soldats sur le terrain. La guerre, c'est également les attaques, les cyberattaques, en France, en Allemagne, en Pologne, les campagnes de désinformation, les câbles, les infrastructures, l'électricité dans la mer de l'Est, par exemple. Il y a également la flotte fantôme de Vladimir Poutine qui attaque ces câbles. Nous devons être prêts à ce que Poutine ne s'arrête pas avec l'Ukraine s'il gagne cette guerre en Ukraine. Il continuera, il passera à la Géorgie, à la Moldavie et peut-être aux pays baltes également. Nous avons envoyé une brigade allemande en Lituanie, à peu près 5000 soldats. Ces soldats sont maintenant installés pour renforcer le flanc est de l'OTAN. Ils sont en Lituanie. L'Allemagne reconnaît cette menace. Et nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine, pas que d'un point de vue économique. Je pense que le monde doit prendre conscience que le passé est terminé. Nous ne pouvons plus acheter des biens peu chers de Chine, de l'énergie peu chère de Russie et de la sécurité peu chère des États-Unis. Ce monde-là est passé. Passons à la Pologne. Vous comprenez certainement la menace mieux que quiconque, Ignacy. Actuellement, nous dépensons à peu près 5% de notre PIB sur la défense. C'est un pourcentage élevé. Nous sommes dans les premiers pays en termes de dépenses pour la défense en Union européenne. Je pense qu'il est bon que les généraux d'armée partagent leur opinion avec le grand public, bien que le grand public trouve parfois cela choquant. Je vais vous raconter une histoire. Mon Premier ministre, le Premier ministre de la Pologne, a dit à ses ministres de faire une formation de défense. J'ai fait cette formation qui a duré 2 jours et nous nous sommes rendus compte que même en Pologne, nous sommes tellement habitués à cette situation de la guerre en Ukraine que nous avons normalisé cette situation. Nous ne sommes plus au premier jour de l'invasion en Ukraine, où nous pensions tous à notre propre sécurité.
Et donc nous avons normalisé cette situation. Nous savons que oui, il y a un risque, une menace, mais nous ne voyons pas qu'une menace directe. Et cette situation est mauvaise. La Russie n'est peut-être pas une menace directe pour nous, mais est une menace directe dans un avenir proche. Quand nous voyons des drones qui entrent sur le territoire polonais, sur le territoire danois, la Russie sonde nos limites. Nous devons être prêts. Et donc quand j'entends des généraux d'armée dire ce genre de propos, je pense que cela est bon. Nous devons nous rendre compte de la situation, nous devons prendre cette menace au sérieux. Et je suis totalement d'accord avec ce que Gunther a dit. Il ne s'agit pas uniquement de sécurité, bien que cela soit très important. C'est aussi une question de résilience sociale. Je vais en parler plus tard. Mais chacun d'entre nous peut agir, pas seulement les gouvernements. Chacun d'entre nous doit être prêt. Par rapport à la défense, nous devons nous rendre compte que nous sommes dans une situation aujourd'hui dans laquelle l'Union européenne doit assumer ses responsabilités. L'Union européenne doit être capable de se défendre. C'est quelque chose que les États-Unis nous demandent depuis longtemps maintenant. Nous devons prendre nos responsabilités et notamment avec la base industrielle de défense, nous devons être capables de nous défendre. Benjamin, un commentaire. Il est clair que la phase de déni est terminée par rapport à cette guerre en Europe. Et certains plus que d'autres. La Pologne est en première ligne de la menace russe et avait alerté l'Europe sur la situation au Kremlin. Mais je voudrais aller plus loin. Parfois, les gens parlent d'une guerre qui est revenue sur le continent européen. Mais ce n'est pas vrai, car nous avons eu la guerre froide avec le rideau de fer et des millions de personnes qui étaient sous la coupe d'un régime autoritaire. Il y avait la guerre dans les Balkans également, il y a quelques années. Je n'ai pas grand-chose dans mon bureau car je suis dans un emploi qui n'est pas très stable, je ne dois pas trop m'installer. Mais j'ai quelque chose que j'ai acheté à Sarajevo il y a quelques années. Et c'est un objet de 1955, à l'époque du génocide. Et cet objet dit l'Europe, Europe réveille-toi, Sarajevo t'appelle. Et c'est une petite statue d'une femme endormie. Et à l'époque, nous aurions dû agir. Nous n'étions pas capables de le faire au niveau européen. Et il y avait une forme de pensée en Europe qu'un génocide était anachronique. Ensuite, en 2008, il y a eu la Géorgie. En 2014, la Crimée. Et maintenant, l'invasion à grande échelle russe de l'Ukraine. Donc nous sortons de cette phase de déni. En même temps, les États-Unis nous disent « Vous devez vous occuper de votre propre défense » et les relations avec la Chine se détériorent, et ce depuis 2008 et le premier mandat de Barack Obama. Donc cette idée de mondialisation parfaite est terminée. L'Union européenne est un projet de paix merveilleux, une des aventures politiques les plus formidables de l'histoire de l'humanité. Ce projet a remplacé la guerre, le conflit, par un projet basé sur un marché unique, l'état de droit. Mais c'est en désaccord avec l'état du monde actuel, un monde conflictuel. Nous devons continuer à faire en sorte que l'Union européenne soit couronnée de succès, mais en même temps, nous devons être prêts à nous défendre de pays qui nous considèrent comme leurs ennemis. Une question pour vous trois, messieurs. À quel point êtes-vous confiant de la robustesse de l'article 5 de l'OTAN?
Oui, j'ai confiance en l'article 5. Nous parlons beaucoup avec nos collègues américains et le président Trump a été très clair sur l'article 5, donc nous sommes vraiment très confiants. Pareil, je n'ai aucun doute. Mais je veux rappeler que nous n'avons pas seulement l'article 5, il y a également l'article 52.7, ou plutôt 42.7. Nous avons également cette idée de solidarité dans la sécurité. Et cette articulation entre la solidarité et la sécurité nous est permise par les traités européens. Je suis convaincu que cela serait désastreux pour les intérêts américains s'il y avait un incident type article 5 et que les États-Unis ne réagissaient pas. Cela donnerait une impression de faiblesse. Oui, la Chine est une priorité pour les États-Unis. Et que penserait la Chine, l'Iran et d'autres adversaires des États-Unis si les États-Unis ne réagissaient pas? Deuxième chose, cela dépend également de nous, les Européens. Si l'on montre dans les États européens de l'OTAN que nous sommes des alliés forts, que nous sommes fiables, alors cela ramène les États-Unis plus fortement dans notre alliance. En France, nous aimons les concepts. Et en France, nous parlons de l'autonomie stratégique. Et parfois, quand je vais en Pologne ou en Allemagne, je parle d'autonomie stratégique. Et on me dit, mais non, nous voulons travailler avec les États-Unis. Mais je pense que si nous avons des Européens qui sont plus autonomes, cela montre aux Américains que nous sommes des alliés fiables. Il est dans votre meilleur intérêt de travailler avec nous. Mais est-ce que l'autonomie stratégique, est-ce que cela veut dire que nous aurions besoin d'un OTAN européen? Non, pas forcément. Comme Gunther l'a dit, nous avons l'article 42.7 du traité de Lisbonne. Mais la question est la suivante. Premièrement, les capacités. Faisons en sorte que les ressources soient rassemblées pour construire la base industrielle de défense européenne. Avec le programme SAFE, par exemple, 150 milliards d'euros qui ont été annoncés pour des projets concrets de défense en Europe. Et deuxième chose, nous devons agir. Un exemple, pas un exemple de l'Union européenne, mais un exemple européen plus large, et le soutien à l'Ukraine. Par exemple, notre travail avec le Royaume-Uni. Nous devons travailler avec le Royaume-Uni, qui n'est plus un pays de l'Union européenne, mais un pays européen. Et donc, nous devons faire pression sur la Russie. C'est ce que nous faisons avec les nouvelles sanctions énergétiques avec les États-Unis. Nous devons tous participer aux négociations, nous devons soutenir l'Ukraine d'un point de vue militaire. Mais si demain, il y a un cessez-le-feu, comment nous assurer que ce n'est pas juste une pause pour la Russie, qu'elle se réarmera et qu'elle ensuite réattaquera l'Ukraine? Le passé nous montre que c'est très probable. La paix éternelle, durable presque, n'existe plus. Et donc nous, les Européens, nous devons continuer à défendre, à soutenir l'armée ukrainienne. Peut-être avec le déploiement de troupes et de soldats. Nous avons également besoin de garanties de sécurité. Et voilà un exemple d'Européens qui prennent en main leur destin, leur sécurité et qui travaillent avec les États-Unis. Par rapport à l'armement, est-ce que vous pensez que l'Europe doit se réarmer? Oui, nous avons des règles par rapport à cela. Nous avons des programmes comme SAFE et EDIP. Mais je pense qu'il faut y avoir un équilibre. Nous devons construire une base industrielle de défense ici en Europe. Et nous devrions acheter nos armes directement en Europe, mais ce n'est pas possible.
Et donc nous avons besoin de renforcer nos capacités industrielles. Mais oui, si nous voulons nous défendre, nous devons pouvoir produire directement ici en Europe. Je ne peux que souligner ce que vient de dire Ignacy. À l'OTAN, nous avons un marché presque unique. Nous devons partager nos intérêts lorsque nous achetons nos produits de défense. Je voulais revenir sur un aspect très important de ce que Benjamin a dit. L'Ukraine n'a pas besoin d'une paix quelconque. L'Ukraine a besoin de sécurité. En allemand, nous parlons de paix dictée. Si la paix est dictée, elle ne sera pas acceptée par l'Ukraine. Ils l'ont déjà vécu par le passé avec l'Union soviétique. Il ne faut pas oublier l'Holodomor. 3 millions de morts, entre 3 millions et 7 millions de morts durant l'Holodomor, car Staline a isolé la région. Et de nombreuses personnes sont mortes de la famine. Chaque enfant de l'Ukraine connaît l'histoire de l'Holodomor. Et donc, si la paix en Ukraine est une paix dictée, elle ne sera pas acceptée par les Ukrainiens. Et les Ukrainiens fuiront leur pays, car ils ne pensent pas que cette paix dictée peut être une paix durable. Ils ont besoin de sécurité, de stabilité. Et l'Europe doit y participer. Nous devons être conscients de ce besoin. Ignacy, est-ce que vous diriez que les valeurs démocratiques sont attaquées par la Russie ou par d'autres pays? Oui. Je voudrais finir sur un aspect plus positif, car je vois qu'il nous reste seulement 4 minutes. Cette réunion m'a rappelé la visite de Moldavie de nos différents chefs, du chancelier allemand, du président français et du Premier ministre polonais. Ils ont visité la Moldavie lors de leur journée d'indépendance, pour montrer que nous percevons bien la Moldavie comme faisant partie de la famille européenne. Donc je voulais vous parler de cela pour vous montrer que l'Europe a toujours le pouvoir d'attirer d'autres pays. Et lorsque nous utilisons ce pouvoir correctement, nous pouvons gagner nos batailles. Je voudrais rappeler également que l'Europe est toujours le meilleur endroit pour vivre dans le monde. Nous sommes beaucoup pleins aujourd'hui, mais il faut également garder en tête que nous vivons dans le meilleur endroit du monde, à Paris. Nous savons que c'est une des meilleures villes du monde. Grâce aux valeurs, grâce à l'état de droit. Grâce aux valeurs, grâce à la démocratie, grâce à l'état de droit, grâce aux droits humains, grâce à la culture. Tout cela est extrêmement important. Et oui, ces valeurs sont menacées par la Russie, menacées par d'autres acteurs internationaux. Et aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, nous avons besoin de stratégies, d'outils pour soutenir les organisations de la société civile, pour soutenir l'éducation civique, et l'accès aux médias également. Nous avons besoin de prendre conscience du rôle des algorithmes dans la démocratie, le rôle positif, le rôle négatif également des plateformes de réseaux sociaux. Et dans le triangle de Weimar, nous avons un outil numérique qui sera très important à l'avenir. Encore une fois, pour finir sur une note plus positive, je voudrais vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui dans le public. Et donc, je voulais vous dire,
de participer à la vie politique. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Vous représentez l'avenir. Et donc mon message à tous les jeunes, soulevez-vous et battez-vous pour le monde que vous voulez voir. Merci. Well, thank you very much. Maybe one last Merci word beaucoup. on the threat from Russia on cyber Peut-être threats. un dernier commentaire sur la menace russe, la menace cyber. It's very hard to respond to that, I believe, without Très difficile de répondre à ce genre de menaces et en même temps conserver nos valeurs. Comment faire la part des choses? Alors, si vous me permettez, je vais faire pareil qu'Ignacy. Je veux également finir sur un aspect plus positif. Moi, j'ai été très émue par la visite en Moldavie. Et le résultat d'une majorité pro-européenne qui soutient le gouvernement de Maia Sandu. Le processus va être long, va être compliqué pour l'indépendance du secteur juridique, l'état de droit. Lorsque nous doutons du projet européen, il est bien de se tourner vers les pays candidats, de voir ces enfants en 2014 qui agitaient le drapeau européen en Ukraine. Ces enfants mouraient en Ukraine parce qu'ils voulaient participer à l'Union européenne, même pas être pays membre, mais participer à un accord de libre-échange. Il y a des jeunes en Moldavie, en Géorgie, qui se battent pour cet idéal européen. Et parfois, cet esprit européen ne se trouve pas dans les couloirs de Bruxelles, mais dans ces pays candidats. Et cela doit nous donner de l'espoir. Comme Ignacy l'a dit, nous sommes pessimistes, un peu négatifs. Ce qu'il est plus difficile d'être pro-européen que anti-européen, parce que quand on est anti-européen, on est juste contre l'Union européenne. Quand on est pro-européen, on ne peut pas dire que tout ce que l'Union européenne fait est bon. On veut pousser l'Union européenne à être plus efficace, plus compétitive, d'investir plus dans sa défense. Mais nous savons qu'à 27, nous sommes plus forts que seuls contre la Chine, par exemple. Je pense qu'il est clair, encore une fois, que c'est un projet d'espoir et qui sera notre bouclier à l'avenir. Merci beaucoup d'être venu au Paris Peace Forum.